Bienvenue sur Génération Mosaïque, ton podcast par Diaspora. On se retrouve tous les mois pour plonger au cœur de trajectoires inspirantes de personnes issues de diasporas différentes. Et aujourd'hui, c'est avec Lynn qu'on tourne cet épisode. Salut! Salut! Ça va? Ouais, ça va bien, merci. Alors, merci déjà d'avoir accepté l'invitation. Bienvenue dans la boutique d'Antoine. Et est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, Lynn Landau, je suis journaliste. Je travaille à France Télévisions depuis bien des années. Et je suis française d'origine vietnamienne. Okay, trop bien, merci. Et je précise aussi que j'ai écrit un livre qui est paru cette année, qui s'appelle « Vous les Asiates, enquête sur le... j'ai écrit un livre qui est paru cette année en mars, qui s'appelle « Vous les Asiates, enquête sur le racisme anti-asiatique en France ». Et on conseille fortement, allez le lire, allez l'acheter. Il est disponible partout, donc vous n'avez pas d'excuses. Trop bien, merci pour la présentation. Avant de commencer, on va parler du début de ta vie. Et en général, on commence par l'enfance. Et je voulais te demander comment elle a grandi, la petite Lynn. Alors ouais, j'ai une trajectoire assez variée parce que les 5 premières années de ma vie, j'étais à Rosny-sous-Bois, dans le 9-3. Et puis ma mère s'est dit, bon, on va quand même la foutre dans une ville un peu plus coquette, quoi. Donc j'ai bougé à Antony dans les Hauts-de-Seine, donc pas du tout le même délire. Et voilà, j'ai eu une enfance plutôt pas très très facile, quoi, parce qu'on reste des enfants d'immigrés, et quand on est enfant d'immigrés, je pense que tu as les parents qui passent pas mal de traumatismes en fait. Donc eux, ils portent dans leur bagage tout ce qui est exil, conflit, guerre, déchirement familial. Et donc ils essayent tant bien que mal de survivre, de recréer un cocon familial, etc. Donc eux, ils sont plutôt en logique un peu mercenaire. Il faut gagner de l'argent pour faire grandir les enfants. Et voilà, le côté affectif n'est pas forcément là. Enfin voilà, ça dépend des familles, mais dans la mienne, il n'y avait pas ce côté très affection. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on a grandi avec la double culture, dans la culture française et vietnamienne. Il m'a fallu du temps pour comprendre que certaines choses que je faisais à la maison, c'était pas du tout pareil qu'à l'extérieur. Quand j'allais chez mes potes français, je me disais, waouh, ils parlent mal à leurs parents, c'est chaud. Moi, je fais ça, je me prends un coup de boule. C'est tellement véridique. Genre, ils respectent pas les ancêtres. D'accord. Donc voilà, en fait, donc je grandis avec quand même ce petit décalage. École primaire dans le public, hein, donc ça c'est bien pour la mixité sociale, la mixité ethnique, voilà, c'est la vraie vie, quoi. Et après, quand ils m'ont mis dans un collège, lycée privé catho bien tradit, alors là c'était vraiment pas le même délire. Mais du coup j'ai pu découvrir finalement 2 pans de la société qui sont hyper différents. Ok, je vois. Et toi, tes parents, ils sont venus en France, c'est la première génération. Comment ils sont venus? C'était quoi leur histoire? Alors, des histoires assez différentes. Ma mère, elle est issue d'une famille assez aisée au Vietnam, de commerçants. Et c'est ma grand-mère qui est venue avec une partie des enfants. Donc ma mère, elle est arrivée à l'âge de 20 ans en 1975, après la chute de Saigon, aujourd'hui Ho Chi Minh Ville. Donc ils ont fui le régime communiste. Le régime communiste. Mon père, de son côté, lui, il venait d'une autre ville. Il était d'un milieu beaucoup plus pauvre. Donc lui, il est passé par le Japon. Et enfin, il a tenté sa chance en allant aussi en France dans les années 70. Et c'est en France qu'il a rencontré ma mère. Donc s'il n'y avait pas eu de conflit, je ne serais pas là aujourd'hui. Je sais pas si on dit heureusement ou malheureusement, mais ouais, c'est le destin, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est le destin. Ok, je vois. Et toi, ton rapport à ta culture vietnamienne, il était comment en grandissant? Est-ce que tu as fait un déni, par exemple, quand tu es arrivé au lycée catholique, ou tu étais plutôt t'embrasser cette double culture? Je pense que j'ai eu énormément de chance parce que mes parents, ils m'ont transmis vraiment la culture et ils n'ont pas forcé du tout, c'est-à-dire que c'était assez naturel. Donc on avait ces réunions avec la famille, mais toute la semaine-là, vraiment on était une dizaine, une vingtaine dans l'appart de 50 mètres carrés de ma grand-mère dans le 14e. Et donc on avait ces grands repas, ces grands festins, ma grand-mère et ma tante qui se levaient à 4h du mat pour cuisiner des plats pour tout le monde. Enfin, quand j'y repense aujourd'hui, c'est hashtag patriarcat, quoi. Donc elle cuisinait. Nous on arrivait, on bouffait, on partait, on n'aidait pas, enfin on était des enfants, mais voilà, donc il y avait ce côté culturel hyper fort. Alors pour la langue, c'était un petit peu plus compliqué parce que effectivement avec ma grand-mère, j'essayais de parler un petit peu vietnamien. Donc j'ai été bilingue
au tout début, mes premiers souvenirs, mes premiers mots, c'était en vietnamien. Il n'y avait pas de débat. Et après, j'ai eu des petits problèmes à l'école maternelle pour parler avec mes camarades. Je leur parlais en viet et ils me répondaient en français. Donc, je ne comprenais pas ce qui se passait. Et ma mère, alors comme elle était au lycée français au Vietnam, elle est passée assez vite au français, donc c'était français à la maison. Mais du coup, j'ai perdu une toute petite partie de cette identité que j'essaye de récupérer en prenant des cours de vietnamien. Mais en tout cas, il n'y a pas eu je pense qu'il n'y a pas eu trop de sentiment de honte par rapport à la culture. Enfin, je veux dire, j'ai quand même un ancrage assez solide par rapport à ça. Après, quand je vais au Vietnam, je me sens plus française que vietnamienne, mais je dirais que j'ai développé un truc assez hybride entre l'Asie et l'Europe, et ça, c'est vraiment super cool. Ok, ouais, c'est un peu la force des diasporas en France. On arrive à switch un peu entre les différents codes. Mais j'avoue, sur la langue, c'est pertinent ce que tu dis, parce que mes parents ils me parlaient en arabe quand j'étais petite. Et oui. Donc les premiers mots que j'avais, c'était de l'arabe. Ensuite, arrivé à la maternelle, ils étaient en mode, attends, peut-être qu'elle va avoir un accent quand elle va parler en arabe. En français. Et du coup, ils ont switch et ils ont commencé à parler en français. Mais c'est trop dommage, en fait. Je pense que ça, c'est la faute à l'assimilation à la française. On te dit qu'il faut carrément gommer, lisser, voire, j'ai envie de dire, annuler presque ton identité de pays d'origine pour pouvoir être français. Ce qui, je pense, est complètement aberrant. Et en fait, il y a des études qui montrent que même si tu parles de langue dans le foyer, bon, peut-être que l'enfant il va galérer un petit peu, mais de toute façon il baigne dans la langue française, donc il finira par maîtriser assez vite la langue française, donc il peut parfaitement grandir bilingue. Ouais. Et puis en fonction des langues et de l'origine de la personne, ça va être plus favorisé ou pas. Tu vois, par exemple l'espagnol, on va leur dire c'est bien parler leur espagnol. Et les autres langues, non, c'est pas. Ouais, genre comme si l'arabe c'était pas valable du tout comme langue, alors que c'est trop utile en vrai. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Maintenant, on a un nouveau concept qui s'appelle cliché ou vérité. Et donc, je vais te donner des phrases. À toi de me dire si, selon toi, c'est un cliché ou une vérité, s'il faut nuancer, etc. etc. Alors, la première phrase, les Asiatiques sont tous calmes, discrets et obéissants. Cliché. Non, je pense que... voilà, en fait, quand il y a des clichés qui naissent, il y a toujours une raison derrière. Donc, la raison là, c'est en partie l'héritage colonial. Donc, ces colons qui sont allés coloniser en Asie, en Indochine, donc qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont quelque part esclavagiser, ils vont exploiter les terres, esclavagiser les corps, et ils vont se retrouver face à des personnes qui sont soumises à cette violence. Et donc cette soumission, elle n'est pas innée, elle n'est pas dans le caractère des gens, c'est juste, t'as pas le choix, le gars il te fouette, tu travailles, quoi, tu travailles dans la plantation, enfin c'est un peu cliché, mais voilà, c'est comme ça. Donc il y a cette idée qu'ils sont travailleurs, discrets, dociles, et je pense qu'il y a aussi une incompréhension de ce qu'est la culture, de ce qu'est la culture, par exemple, vietnamienne ou les cultures asiatiques. Donc, il y a ce côté où, effectivement, on n'est pas trop dans le conflit, mais pour des raisons culturelles, parce que ça ne se fait pas, on ne veut pas perdre la face. Et donc, il ne va pas y avoir cette façon de parler assez directe qui est valorisée en Occident. Donc les Occidentaux, ils vont prendre ça trop pour de la faiblesse ou de la discrétion, genre de toute façon lui il dit rien, il dit rien mais il devant des trucs, voilà. Non mais voilà, ils confondent aussi soumission, discrétion avec état inférieur et faiblesse, alors que non, c'est juste parfois des traits de caractère qui se manifestent de cette façon, mais en aucun cas ce n'est de la faiblesse. Et ça c'est vraiment des clichés, donc docilité, machin truc, c'est des clichés pour mieux cantonner donc, les personnes asiatiques à une place, voilà, à leur place inférieure. Et c'est vrai que la définition de la dignité, la fierté, elle n'est pas pareille en fonction des pays, des origines. Enfin, on ne va pas agir de la même manière. Parce que souvent, les gens, ils nous disent « Ouais, mais tu vois, les Arabes, les Maghrébins, ils vont plus être vocaux sur certains trucs. » Parce que, en vrai, c'est la manière d'être, c'est la culture qui fait que... Alors qu'à l'inverse, tu as des communautés qui vont être plus discrètes, moins parler. Parce que c'est aussi parce que tu disais en fait. C'est culturel et puis considérer les gens comme ça, c'est hyper ethnocentré en disant moi je suis la norme, tu vois, et c'est eux les discrets. Non, c'est toi qui es hyper arrogant et on peut dire ça aussi quoi. C'est vrai. Deuxième phrase, les Vietnamiens sont des modèles d'intégration. Pascal Praud sort de ce corps. Donc les Vietnamiens, alors modèle d'intégration, en gros, en fait il faut juste analyser cette phrase, donc c'est évidemment carrément un cliché. Donc, alors peut-être que les Vietnamiens sont un modèle d'intégration
Du point de vue du français raciste, donc qui a envie que les gens soient invisibles. Alors les Vietnamiens, ils sont pas invisibles déjà, et il faut connaître leur histoire. Donc si on parle des Vietnamiens qui sont arrivés dans les années 70, ou des gens d'Asie du Sud-Est en général, ils ont fui, entre guillemets, ils ont fui des régimes, les régimes communistes qui étaient assez durs. Donc, quand tu arrives dans un pays, qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de survivre, c'est normal, et puis tu as plutôt de la gratitude envers le pays qui t'a accueilli. Voilà. Et donc c'est pour ça que nos parents, en fait, ils vont pas avoir le même rapport à la France que nous. Nous, on est ici, on n'a rien à prouver, on veut juste l'égalité. Eux, ils étaient en mode, bon, ok, on est étrangers, on va faire des efforts, etc. Donc il n'y a pas du tout la même mentalité. Ensuite, il faut savoir que les Asiatiques du Sud-Est, dans les années 70, ont très bien été accueillis par la France. Pourquoi? Parce qu'ils étaient légitimés. Regardez, ils viennent des pays communistes, nous on les accueille, on est des démocraties. Donc politiquement, c'est super bien pour l'image. Donc la gauche et la droite étaient d'accord. Les associations, toute la société française s'est mobilisée pour accueillir ces personnes en disant, voilà, on les accueille, ils font partie de la France, etc. Donc en fait, modèle d'intégration, il y a des raisons derrière. Il y a eu un accompagnement économique, il y a eu un accompagnement social. Et puis les personnes qui ont émigré, ils avaient les moyens d'émigrer. Ils avaient un capital socio-culturel pour parcourir tous ces 10 000 kilomètres et venir et s'implanter. Par exemple, ma grand-mère, elle a acheté des appartements en arrivant en France, donc elle n'était pas démunie en arrivant. Je ne dis pas que c'était pas la galère, mais voilà, il y a tout ce contexte qu'il faut rappeler. Et quand tu as d'autres populations, par exemple des populations maghrébines que l'on amène pour qu'elles soient des forces de travail, dont on attend qu'elles se cassent, on vous a bien exploité, maintenant rentrez chez vous, et qui restent parce que voilà, le destin fait qu'elles ne peuvent pas faire autrement, et après tu t'étonnes qu'après il y a des problèmes sociaux, par exemple. Et en fait, le modèle d'intégration, ça dépend pas juste des personnes en question, ça dépend de ce que la société en fait. Merci, c'est parfait. J'ai rien à rajouter. J'ai tendance à m'énerver assez facilement. Non, mais je comprends. Quand je raconte les trucs. Je reprends le masque Pascal Pro. Leur vie se résume à l'école, au sport et au piano. Et merde, parce que... Alors, je vais parler en mon nom, en tant que fille de Tiger Mom, mais la vie, c'était quand même l'école, le judo, le piano, le solfège. En fait, je pense qu'il y a tellement cette injonction à la réussite et cette poursuite finalement du mythe de la minorité modèle qu'il y a une part de vérité là-dedans. Je regardais mon emploi du temps et en fait, j'avais mes 40 heures au collège et au lycée et puis j'avais mes 3 activités extrascolaires. C'est un peu beaucoup quand même pour un enfant et des fois, il a envie de traîner, il a envie de rêvasser un petit peu et ça, c'était pas possible. Donc, autant j'ai bien aimé mes activités extrascolaires que je regrette pas, c'était vraiment cool parce que c'était aussi des lieux de sociabilisation. Autant je me dis quand même, elle a un peu changé la barque, ma mère. Et le truc, c'est que quand je demande à mes autres camarades, en tout cas les autres Vietnamiens d'Antony, c'était un peu le même délire. Ils faisaient plein de trucs parce qu'encore une fois, il faut poursuivre ce truc de l'excellence. Donc, ça se vérifie à moitié. Ensuite... Les Asiatiques ne vivent pas de racisme. Alors là, c'est énormément faux. C'est archi faux. D'ailleurs, j'y ai consacré 400 pages pour dire que les Asiatiques vivaient du racisme, évidemment. Alors, pour remettre les choses de façon assez carrée, donc toute personne non blanche en France vit du racisme systémique. Après, ça va être de façon différente et à échelle différente. Le racisme qui vise les personnes asiatiques, il est assez pernicieux dans le sens où il y a un côté humour derrière. Il y a des blagues qui passent encore. Après, je pense que les personnes noires et arabes se font carrément toujours insulter aujourd'hui. Enfin, c'est pas... Voilà, mais les personnes asiatiques, ça va être plus sous forme de stéréotypes positifs, ce dont tu as parlé, tout ce qui est docilité, travailleur, etc. Donc, l'asiatique va vraiment être placé dans une position intermédiaire entre les blancs et le reste de la population. Mais ils vont quand même être discriminés à l'emploi, discriminés au chômage. Voilà, les gens qui ont des noms asiatiques ont moins de chances de trouver un appartement, ont moins de chances de trouver un emploi.
Ça, c'est beaucoup plus grave pour les personnes noires et les personnes qui sont perçues comme arabes ou maghrébines. Les discriminations sont plus importantes, mais n'empêche que voilà, c'est pas un concours, on n'est pas là pour dire toi tu souffres plus, toi tu souffres moins, c'est juste on ne devrait pas souffrir du tout. Mais oui, les Asiatiques, les personnes asiatiques vivent du racisme. Merci. Bon, du coup, c'était toutes les questions que j'avais, enfin toutes les phrases que j'avais. Maintenant, on va parler de quand tu es arrivée dans l'enseignement supérieur. Donc, notamment, tu as fait Sciences Po et tu as fait un master de journalisme. Est-ce que c'était un rêve de gosse ou c'est venu sur le tas? Ouais. En fait, journaliste, je me souviens qu'en CM2, je lisais Astrapi. Donc, je trouvais ça trop cool. Et j'avais créé un petit journal en CM2. Et en fait, le journalisme m'est venu assez naturellement parce que tout simplement, je suis curieuse, j'aime écrire et j'aime parler aux gens. Donc finalement, tous les critères sont réunis. Après, quand je suis rentrée à Sciences Po Paris, j'étais en mode waouh. Enfin, j'étais hyper fière de moi parce que pour moi, c'était un petit peu inatteignable, quoi. Donc quand j'y suis rentrée, j'étais hyper fière. Mais après, c'était le début. C'était ma rentrée dans un monde parallèle que je ne connaissais pas du tout. Donc j'arrive à Sciences Po Paris et finalement, je croise des enfants d'ambassadeurs, des gens, enfin des hommes et des femmes qui ont carrément la confiance en eux quand ils parlent, alors qu'en fait, leurs connaissances sont, je ne vais pas dire limitées, mais rien ne justifie pas un excès de confiance en soi. Donc c'est là que je me rends compte, voilà, c'est quoi la différence entre finalement les classes dominantes et les autres. C'est que les classes dominantes, elles sont en mode « je suis là, je mérite d'être là, et tout ce que je dis est intéressant. » quoi. Donc il y avait cette vibe-là, je me suis dit « bon, on va essayer de les imiter, peut-être qu'on va réussir dans la vie. » quoi. Donc t'es là, t'es comme ça, genre blablabla, et tu prends les codes. Mais c'est un peu choquant parce que même si quand même t'es à Sciences Po Paris, il y a eux et il y a nous, en fait. Je ne vais pas dire que ça ne se mélange pas, mais moi, je les observe, mais je sais que je ne serai jamais de leur monde. Enfin, des gens qui sont des fils d'eux, des filles d'eux, ou des gens qui ont beaucoup de pognon. Donc oui, je vais à leur soirée, machin, mais je ne vais pas rentrer non plus dans leur vie. Et après, en master de journalisme, donc je découvre que, en fait, le journalisme, ce n'est pas du tout qu'un milieu où... ça ne suffit pas d'aimer écrire pour être journaliste. En fait, il faut avoir des connexions, il faut avoir du réseau. Il y a plein de choses qui se font par cooptation. En fait, c'est un milieu qui est assez injuste. C'est un milieu... finalement de pouvoir et d'élite, qui va être un peu accaparé par la blanchité et la bourgeoisie, quoi. Je parle comme une marxiste. Wow. Non, mais, en fait, voilà, c'est un milieu où même s'il y a des écoles de journalisme, mais c'est un milieu assez homogène, où les gens ils se ressemblent beaucoup, et les gens qui ne sont pas du sérail, ils galèrent 20 000 fois plus. Et ça, on ne nous le dit pas forcément en école ou avant d'y aller. Après, je ne regrette pas de l'avoir fait, mais c'est juste que j'en ai bavé, quoi. Et en plus, après, ça se ressent sur les médias, comment ils relaient l'information. Bien sûr. Mais je rejoins de fou ce que tu dis sur Sciences Po. Là, je suis à Sciences Po actuellement, mais j'ai connu ce truc parce que je suis allée à Louis-le-Grand quand j'étais au lycée. Oh my God. Et du coup, je me suis pris le truc dans la figure. Et c'est exactement ça. Sauf que moi, j'étais plus jeune, du coup. Oui. Je me dis, mais attends, je comprends pas, là. T'as pris le choc avant. Ouais. À 15 ans, je vois des gens qui sont bilingues en anglais, qui parlent super bien, qui ont confiance en eux. Moi, Mais c'est ça. Je fais pas partie de ce monde-là. Et c'est vrai que c'est assez déroutant quand tu arrives dans ce monde-là. Tu te dis, est-ce que je mérite, en fait? Et tu te poses plein de questions. Et en fait, eux, ils montent en confiance et toi, à l'inverse, tu descends en confiance. C'est ça. En fait, des fois, je les voyais comme des imposteurs qui n'avaient pas le syndrome de l'imposteur. Et ça me guérit un peu, tu vois. Je me dis, si c'est médiocre, ils ont grave la confiance. Moi aussi, je peux avoir grave la confiance. Mais oui, parce qu'ils te font sortir que... Dès le lycée, dans mon lycée catho tradi, il y avait surtout des mecs, mais des jeunes mecs qui me faisaient comprendre que j'étais une merde. Et en disant, ah, mais ouais, tu regardes la télé en prenant ton dîner. C'est marrant. Tu vois, ils te font bien comprendre que t'es pas de leur classe sociale. C'est vrai que c'était souvent les mecs. Souvent les mecs, c'est des trous ducs, pardon. Mais par exemple, une fois, j'avais la même moyenne que le fameux mec, donc Damien, et puis il vient me voir. Damien, on te déteste. Damien, on te déteste. Premier de la classe tous les deux. Okay. Et il me dit, bon, moi j'ai eu les félicitations, toi t'as eu les compliments. Ok, mec, merci, je t'ai rien demandé, mais pourquoi tu me descends? On a la même moyenne. Et je l'ai niqué au bec. Yes. Damien, on te déteste encore. Imagine un jour on croise Damien. Écoute, je lui souhaite d'être heureux.
Enfin, je veux dire quand même, genre, oui, non, mais Damien, c'était quand même du harcèlement ce que tu as fait. Hein. T'aurais mieux fait de te taire. Il y a plein de Damien en plus. Non, mais voilà, Damien, c'est pas parce que tu es issu d'un bon milieu que tu es supérieur à moi. Déjà, ok. Moi, je slay, ok. À la fin, qui a écrit un livre qui est connu, c'est pas Damien. Hein, ça se trouve, il a écrit un livre, mais je l'ai pas lu. Mais ouais, en plus, il y a plus de Damien qu'on ne pense. Et c'est vrai que c'est souvent les mecs. Et c'est vrai que moi, j'ai souvent perçu le truc de... Parce que j'étais rebeu, parce que du coup, j'étais racisée, ça leur foutait un peu le seum que je réussisse aussi bien qu'eux. Ouais. Et genre, je vivais ma vie, tranquille. Comme si vous étiez en concurrence, quoi. Et en fait, eux créaient une compétition entre nous, ouais. alors même que moi, je voyais pas la compétition. Enfin, je vivais juste ma vie tranquillement. Mais ouais, je rejoins de fou. Est-ce que tu as ressenti un traitement différent parce que justement, tu étais issue d'une diaspora différente? Dans le monde professionnel Tout au cours de ta vie, comment ça a évolué? Oui, évidemment. Évidemment, ça passe par les petites réflexions depuis l'enfance jusqu'à maintenant, à mes 37 ans. Mais voilà, donc j'ai vraiment une anecdote assez forte donc, en école de journalisme que je raconte souvent. Donc j'ai un professeur, donc il crée une sorte d'épreuve de conférence de rédaction où on doit noter nos idées. Et moi, j'avais pas dormi et j'avais pas bossé. Donc j'ai rendu copie blanche, j'avais rien mis en mode hop. Et après, il me dit, même si le français n'est pas votre langue maternelle, faites un effort. Donc le gars, il m'avait pas entendu parler. J'étais hyper choquée. En fait, il m'a scanné, il a vu étrangère, boum, il a foutu le tampon. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un déni de francité. Okay. C'est-à-dire que t'as beau parler français, être de nationalité française, il y a toujours des gens qui vont voir ton faciès et qui vont dire la personne, elle n'est pas du pays. Donc le même prof avec un autre gars, il lui avait dit viens, tu viendras faire ton CDD dans mon journal à la sortie de l'école. Il lui ouvrait les bras. Alors je veux pas me comparer donc à l'autre étudiant en question qui je pense était très méritant, mais tu vois en fait ce scanner en fait qui passe sur les gens. Donc et c'est là que tu comprends que oui, il y a un traitement différencié. Et qu'à moins qu'il n'y ait... pour moi, la seule solution, c'est de recruter en ne connaissant pas l'identité des personnes, en ne voyant pas le faciès des personnes pour ne pas justement les juger. Mais je suis persuadée qu'il y a des postes ou qu'il y a des trucs que je n'ai pas eus parce que je n'avais pas un patronyme français, j'en suis persuadée. Et est-ce que même au sein même des différentes minorités, tu as reçu un traitement différencié de la part justement des autres minorités? Des autres minorités, ouais. Enfin, ça, c'est un truc dont on ne parle pas, mais il y a une sorte... il y a des discriminations intercommunautaires, malheureusement. Mais voilà, en fait, j'essaie de faire attention. Oui, il y a des personnes maghrébines ou noires qui m'ont insulté dans la rue, qui m'ont fait des blagues, etc. Mais en fait, il y a des gens qui peuvent avoir une première interprétation qui est de dire « Ah ben, les Noirs et les Arabes nous détestent, on est en guerre et tout ça. » Et il y a d'autres personnes... En tout cas, moi, j'essaie vraiment de tendre vers ça en se disant non, mais juste ça. Alors ça, c'est une forme de racisme, mais c'est le racisme interpersonnel. Ce n'est pas... bien sûr que ça marque, bien sûr que ça fait mal, mais ce n'est pas le plus important. Ce qui nous intéresse, c'est la globalité du racisme et l'ensemble des discriminations systémiques, pas juste les réflexions qu'on te fait dans la rue. Et en plus, nous, on avait fait un débat mouvant avec Génération Panasiatique sur ce sujet. On avait ramené des personnes de différentes diasporas justement pour discuter des discriminations et du racisme interminorité. Et c'est vrai que ça, c'est un truc qui était relevé. Oui. Souvent, en plus, c'est quand c'est des minorités dont on ne parle pas assez souvent justement sur le sujet du racisme, qui subissent encore plus de plein fouet les discriminations d'autres minorités. Ouais, c'est chaud. Et puis, en plus, ça part beaucoup d'ignorance aussi. Alors, je dis pas que... Non, je pense que le système raciste, il n'est pas du tout ignorant, il sait ce qu'il fait. Mais, par exemple, moi, j'ai eu des témoignages d'une jeune fille qui était asiatique, qui était victime de harcèlement, donc d'un garçon noir. Et le garçon avait répondu « Non, je suis pas raciste, de toute façon, je suis noir, je suis martiniquais. » Et en fait, ça montre bien l'ignorance, parce que évidemment que les personnes racisées peuvent avoir des... En fait, tout le monde a des biais racistes. La question, c'est pas est-ce que je suis raciste ou pas, c'est bien sûr qu'on a tous des biais racistes. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour nous déconstruire et pour les mettre de côté. Oui, exactement. Maintenant, on va parler de ce que tu fais aujourd'hui.
Et là, du coup, tu es journaliste, tu as un peu ce rôle de porte-parole. Est-ce que tu sens que tu as une responsabilité particulière? Ouais, je pense que être médiatisé, c'est quand même un super pouvoir. Bon, encore faut-il qu'on t'écoute, hein, mais là, je pense que je pense qu'on a une responsabilité de pas dire n'importe quoi, parce qu'on voit tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux, hein. Enfin, je veux dire, là, alors là, ça, c'est mon quart d'heure boomer. Mais en fait, tu peux avoir aucune expertise et, encore une fois, afficher ta confiance de ouf et dire des choses et tout sur les réseaux sociaux et être super... et faire beaucoup de vues, tu vois. Mais moi, je pense qu'il faut avoir un minimum de sérieux, genre bien bosser ces sujets. Et surtout, voilà, même dans le milieu du journalisme, du coup, il y a un réel manque de déconstruction, voilà, sur les privilèges qu'on a. Et en fait, pour moi, c'est important en tant que journaliste de faire comprendre que le journalisme, il doit être situé, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... la neutralité journalistique, c'est un mythe et il faut faire comprendre que non, le vécu d'une personne bobo blanche dans une rédaction parisienne n'est pas la norme, en fait, qu'il faut prendre en compte l'ensemble de la société. Et là, je pense que déjà, en étant dans ce milieu, je remplis ma mission de service public parce que je porte une voix qui représente une partie de la société. Donc les racisés, les enfants d'immigrés, etc. Déjà. Et après, oui, porter la parole d'un antiracisme, mais un antiracisme, tu vois, qui soit pas juste arrêtez de nous taper dessus, non, mais qui parle vraiment de ce racisme systémique dont on ne parle pas assez. Et je sais que chez les personnes asiatiques, il y a plein de gens qui m'ont dit non, mais on vous entendait pas sur ce sujet, vous étiez où? Alors, mais attends, j'arrive, laisse-moi du temps. Il a fallu digérer la pandémie, voilà, 2020, où les gens se faisaient agresser, tabasser, éviter. Attends qu'on digère ça, c'est oui, entre guillemets, on s'est réveillé il y a pas longtemps, mais il faut laisser le temps aux personnes de faire le job. Et là, bon, je considère que j'ai commencé le job en écrivant donc mon livre Vous les Asiates, mais je m'attends à ce qu'il y ait donc des milliers de voix du genre Génération Panasiatique qui s'élèvent et qui portent un discours antiraciste parmi les personnes asiatiques. Et est-ce que tu vois un espoir, enfin tu vois quand même une évolution, tu vois un changement par rapport à tes débuts, à maintenant Oui, bien sûr, ça je le raconte dans mon livre. Je pense qu'il y a plein de gens qui devaient penser, quand j'étais petite, que le racisme anti-asiatique n'existait pas. Et même moi, limite, c'est ce que je pensais. Okay. Parce que je me suis dit... parce que je me comparais aux autres communautés, je me suis dit, on ne vit absolument pas ce qu'ils vivent eux, donc c'est OK. Mais après, il a fallu que j'apprenne ce que c'est le mythe de la minorité modèle, voilà, les stéréotypes positifs, etc. Le fait qu'un stéréotype positif est aussi horrible qu'un stéréotype négatif. Et donc, ouais, il y a une évolution, et surtout les personnes voilà, qui sont nées dans les années 90-2000 sont des personnes énervées. Et c'est très, très bien. Moi, j'ai l'impression d'être mou du genou par rapport aux autres et j'ai l'impression que la relève est là. Là, ce qui me préoccupe, c'est que j'ai aussi le sentiment que le monde est assez polarisé. Je vois que dans plusieurs pays, on a l'extrême droite qui monte de plus en plus. Donc, qu'est-ce que ça va donner dans le futur c'est un peu l'angoisse. Ouais, c'est vrai que ça fait peur. 2027 en plus approche. Donc, voilà, 2027 approche. Il faut se bouger. Ouais. Et du coup, toi, t'es une femme, t'es racisée, t'es journaliste. Est-ce que t'as l'impression parfois que tu dois devoir prouver plus que les autres? Souvent, on a l'impression de devoir travailler 2 fois, 3 fois, 4 fois plus que les autres. C'est pas qu'une impression. Mais oui, en fait, j'ai ce côté, je pense que j'ai pas le droit à l'erreur. J'ai pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire que moi, j'ai fait une boulette dans un chiffre, dans une statistique. Et puis, t'as toute la fachosphère qui m'a harcelée pendant 20 000 plombes, quoi. Ah ouais. C'est horrible. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que t'as cette injonction à être plus que parfaite, tu vois. J'ai l'impression qu'un homme blanc médiocre qui va faire une erreur, ça va passer comme ça. Tandis que moi, je fais une erreur, mais t'en as 20 000 qui sont comme ça, tu sais, avec des poignards qui sont prêts à venir sur moi. Et donc, c'est en ça que je trouve ça assez stressant et lourd psychologiquement. Et ça se remarque aussi dans ce qu'on fait. Enfin, on va être beaucoup plus angoissé, on va être on va faire attention aux moindres détails dans notre travail, plus perfectionniste et tout. Ouais, donc ma charge mentale, elle est comme ça, tu vois. Et j'en peux plus. Je pense à tout, je suis en mode parano. Ouais, j'ai peur du faux pas, j'ai peur qu'on me prenne pour quelqu'un de nul. J'ai plein d'angoisse par rapport
par rapport à ça. Et je me pose plein de questions que se poseraient pas d'autres personnes. Ouais, est-ce que je suis légitime pour le job? Ah, ils m'ont choisi, mais est-ce qu'ils se plantent pas? Tout ça. Donc il y a quand même toujours le syndrome de l'imposteur dont on se débarrasse pas parce que toute notre vie, on nous a fait comprendre qu'on était moins bien que les autres en fait. On nous l'a tellement fait comprendre qu'on l'a un petit peu intégré. Donc on essaie de détricoter ça comme on peut. Ouais, c'est vrai. Et c'est dur parce que toute ta vie, tu vis avec ça et à l'âge adulte, t'es en mode comment je fais? Du coup, tu fais semblant. Ouais, c'est ça. Il te reste plus que ça en fait. Fake it until you make it. Mais oui, c'est bien moi la personne adéquate pour le job. C'est vraiment ça. C'est l'ADA. En tout cas, moi, j'essaie de faire ça. Ouais, c'est bien. Bon, là, on arrive à la fin des questions. En général, on pose toujours les 2 mêmes questions. Et ouais, tout le monde répond à ça. Donc la première, c'est quoi ta définition de l'immigration? Ça peut être un mot, une phrase, une image, ça peut être tout ce que tu veux. La définition de l'immigration, en un mot, en une phrase? Comme tu veux. Ça peut être même une musique si tu veux, enfin, franchement, ce que tu veux. Ouais, pour moi, c'est grandir dans un pays qui n'est pas celui de tes ancêtres, reconstruire et créer une identité hybride. C'est archi bien, j'aime trop. C'est très technique. Ouais, j'aime bien. C'est pas du tout poétique. Mais j'aime trop. Après, voilà, j'ai fait des études d'ingénieur, donc ça me va. J'aime bien. Et ensuite, la dernière question, c'est est-ce que tu aurais une recommandation culturelle, un podcast, une musique, un film, un livre qui t'a donné de la force ou qui te donne encore de la force aujourd'hui? Une recommandation culturelle. Alors ça va vous paraître un peu bizarre, mais il y a un film qui s'appelle Everything, Everywhere, All at Once. Et donc ça, c'est plutôt pour... c'est pour les personnes asiatiques, mais en fait, c'est un film qui est complètement déjanté et qui n'est pas du tout minorité modèle. Tu vois, la mère, elle tient une laverie, elle galère à communiquer avec sa fille qui lui fait la gueule. Sa fille est lesbienne, elle n'est pas prête à lui dire. La mère aurait rêvé d'avoir un meilleur destin. Et en fait, elle voyage dans plusieurs univers. Donc, elle grandit dans un univers où elle est vraiment très nulle. C'est sa version la plus nulle. Et elle va dans des univers où elle était genre top chef, où elle était, chanteuse ou machin, où elle avait des trucs beaucoup plus successful. Et en fait, ça me fait du bien de voir des gens, des Asiates qui font n'importe quoi. Qui sont complètement déjantés et qui sont pas en mode « Ah, la réussite, la réussite, la réussite, la réussite ». Donc ça fait trop du bien. En fait, j'ai envie qu'on chérisse nos blessures, nos névroses. Enfin, j'ai envie qu'on n'ait pas honte d'être ce qu'on est et d'avoir ce droit à la médiocrité et à la folie. De fou. Non mais c'est vrai, c'est réel. On a le droit d'être médiocre. Mais pas dans le sens nul, enfin juste on a le droit d'être normaux aussi. Ouais, mais de se détendre un peu quoi. Ouais, voilà. J'aime bien. Ok, on ira regarder alors. Yes. Merci Lin-Lan, c'était trop bien. Merci à toi. C'était passionnant. J'ai vraiment kiffé discuter avec toi. Yes, moi aussi. Merci à l'équipe, merci à Naoufel, Yacine, Samine, Daymarie. Merci à l'équipe Detail. Merci à vous d'avoir regardé l'épisode. J'espère qu'il vous a plu. On se voit au prochain épisode, soit Daron, soit Génération Mosaïque. Voilà, bisous.